Bonjour tout le monde. Ce professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, Simon, travaille avec moi dans ce projet. Donc, on va vous présenter d'analyse quantitative du traitement, en fait, du droit à l'égalité en emploi par les juridictions spécialisées. Donc, c'est vraiment sous l'angle juridique, là, c'est une analyse des décisions de justice dans les plaintes en discrimination en matière d'emploi. Et je tiens d'ailleurs à remercier Simon parce qu'on a un échantillon quand même de plus de 1000 décisions et c'est Simon qui a fait l'essentiel du travail d'analyse, qui était quand même un travail de moine, là, donc je tenais à le souligner. Et je remarquais que Lydie a indiqué dans son titre qu'elle présentait des résultats préliminaires. Nous, on n'a pas eu cette humilité, mais on va le dire à l'oral, ce sont des résultats préliminaires, euh, du moins en ce qui a trait à l'analyse quantitative à proprement parler, là. En fait, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça découle d'une étude exploratoire publiée en 2018 sur les demandes d'accommodement raisonnable portées devant les tribunaux. Mais bon, c'était une étude exploratoire. Là, on veut tenter d'aller au-delà de l'exploratoire, généraliser les résultats. C'est pour ça qu'on a un échantillon plus important. À l'époque, c'était plutôt quelques centaines de décisions. Et ça découle, la principale source d'inspiration, c'est un ouvrage qui a été publié en 2001, donc sous la direction de Guylaine Vallée, Michel Coutu, entre autres. Et à l'époque, on se posait la question, là, quelle juridiction est la mieux placée pour trancher les plaintes en discrimination en emploi? Est-ce que c'est la juridiction spécialisée ou les juridictions spécialisées en droit du travail, comme les arbitres de grief, ou est-ce que c'est plutôt le tribunal des droits de la personne? Et donc, dans cet ouvrage, il y avait, publié par Guylaine Vallée, Michel Coutu, Marie-Christine Hébert, justement une étude empirique des décisions, mais on faisait essentiellement des statistiques descriptives. Là, on s'inspire de ça, mais on tente d'aller plus loin dans l'analyse quantitative. Mais je vais d'abord laisser Simon vous présenter la méthodologie et les statistiques descriptives, donc le portrait descriptif de la chose, et ensuite je vais revenir sur l'analyse quantitative à proprement parler. Oui, donc je vais vous parler de la méthodologie et des données descriptives qu'on peut tirer à partir de notre échantillon. Donc, si je commence par la méthodologie, le moteur de recherche juridique qui a été utilisé pour tirer les décisions de nos trois différentes juridictions, c'était la plateforme Sokige. Et la période ciblée pour nos trois différentes juridictions était la période du 1er janvier 1992 jusqu'au 31 décembre 2021. Et on a effectué une recherche par mots-clés qui différait selon le tribunal. Parce que, bon, pour le tribunal des droits de la personne, là, on était devant un tribunal spécialisé en droit de la personne et non en droit du travail. Donc, les mots-clés devaient mettre l'accent sur l'aspect travail. Donc, on a utilisé les mots travail, emploi, label, salaire avec des astérisques et ça nous a donné 702 résultats. Donc, 702 décisions dont il fallait trier la pertinence et je vais vous expliquer par la suite comment on a fait. Pour les sentences arbitrales de travail et le TAT, donc là, on avait deux juridictions spécialisées en droit du travail, mais pas en droit de la personne. Donc là, les mots-clés mettaient l'accent sur l'aspect discrimination. Donc, les mots-clés étaient discrimine, accommode, droit légal, right to equal, encore avec des astérisques. Et ça nous a donné plus de 9000 résultats pour les sentences arbitrales de travail et plus de 4300 résultats pour le TAT. Donc, pour le tribunal des droits de la personne, on a trié la pertinence de chacune des 702 décisions. Pour le TAT et les sentences arbitrales, vous vous doutez que, bon, pour les 13 000, on n'a pas trié chacune des 13 000 d'entre elles. Donc, ce qu'on a plutôt fait pour ces deux forums-là, donc, on a analysé chaque année séparément et on faisait aussi des bons de 10 décisions. Donc, je vais l'expliquer à l'aide d'un exemple. Supposons si on prend l'année 2021 pour les sentences arbitrales de travail, supposons qu'il y avait 288 décisions, on partait de la 10e de la liste. Si elle était pertinente, on passait directement à la 20e et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive à la fin de la liste. Par contre, ça ne se traduisait pas toujours en des bons 10, c'est-à-dire que si c'était par exemple la 14e décision qui était pertinente, bien, on ne passait pas de la 14e à la 24e, mais plutôt de la 14e à la 20e. Bref, c'est simplement pour vous montrer ici que ce n'est pas chacune des décisions qui ont été triées. Maintenant, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'une décision était pertinente ou pas? Bien, il fallait qu'il y ait une atteinte au droit à l'égalité d'alléguer par le demandeur et ensuite, il fallait qu'il y ait un développement substantiel par le décideur. Et par développement substantiel, en fait, un seul paragraphe dans lequel le décideur indique qu'il y avait de la discrimination ou qu'il n'y en avait pas, c'était suffisant. En fait, on voulait simplement éviter de recueillir des décisions où, de manière subsidiaire, le demandeur alléguait une atteinte au droit à l'égalité et que le décideur n'y revenait jamais. Et bon, aussi pour la pertinence, il faut mentionner que
le droit à l'égalité n'avait pas à être mentionné explicitement. Donc, le décideur pouvait appliquer, par exemple, les tests, les paramètres de l'arrêt Méyorine pour l'accommodement raisonnable ou les paramètres d'Hydro-Québec en lien avec la contrainte excessive sans nommer les tests, et c'était suffisant pour que ce soit pertinent. Également, le recours pouvait être fondé sur une autre loi sur les droits de la personne, comme la loi canadienne sur les droits de la personne, à condition que le motif de discrimination soit prévu à l'article 10 de la Charte québécoise. Et la grande particularité, en fait, se situe avec les décisions du STAT. Donc, en raison des présomptions généreuses offertes par la loi sur les normes du travail, on a vite remarqué qu'il n'y avait souvent pas de recours, il y avait beaucoup moins de recours fondés sur la Charte devant le TAT. Donc, on a retenu les décisions fondées sur l'article 122 de la loi sur les normes du travail et aussi 122.1, à condition que ça se rattache à un motif prohibé par la Charte québécoise. Donc, essentiellement, ce qu'on est allé chercher avec ces décisions-là, ce sont les cas de congédiement en lien avec une grossesse et aussi avec, durant un congé de maladie, et pour 122.1, donc les cas de mise à la retraite forcée. Et concrètement, ce que ça nous a donné, donc on a recueilli 1282 décisions, dont le quart provenait du TAT, 20 du tribunal des droits de la personne et 55 des sentences arbitrales de travail. Le graphique ici, c'est simplement pour vous montrer que sur la période de 30 ans qu'on a analysée, eh bien, au début des années 90, il y avait beaucoup moins de dossiers de discrimination, alors que plus on évolue dans le temps, plus on avance dans le temps, plus le chiffre augmente. Pour les prochaines diapositives, je vais simplement faire une remarque préliminaire pour aider pour la compréhension. Donc là, je vais vous parler plus concrètement des données descriptives à partir de notre échantillon et la manière qu'on a organisé les diapositives. Donc, à la gauche complètement, on a les données pour l'ensemble de l'échantillon, donc pour les 1282 décisions. Et ensuite, vous avez les statistiques pour chacun des forums, donc les sentences arbitrales, le TAT et le tribunal des droits de la personne. Et également, les petites barres que vous voyez dans les bandes, ce sont les marges d'erreur. Et pour le tribunal des droits de la personne, étant donné que nous avons trié chacune des 702 décisions, bien, il n'y a pas de marge d'erreur. Donc, en ce qui concerne les motifs de discrimination allégués, comme vous pouvez voir sur le graphique, les bandes en bleu, donc le handicap est le motif le plus souvent allégué. En deuxième position, on a le motif du genre, du sexe, de la grossesse. Et en troisième position, les motifs ethnoculturels qui sont généralement moins allégués, à l'exception du tribunal des droits de la personne où là, bien, on a davantage de recours fondés sur les motifs ethnoculturels et moins de recours fondés sur le handicap. En ce qui concerne l'obligation d'accommodement aussi, comme vous pouvez voir, eh bien, on a beaucoup de cas où ce n'est pas abordé parce que, à l'inverse de l'étude de 2018, ce n'était pas une étude qui portait sur l'obligation d'accommodement. Donc, c'est souvent pas abordé. Mais lorsque c'est abordé, généralement, le décideur va plus souvent reconnaître que l'employeur a une obligation d'accommodement que l'inverse. Et finalement, pour le portrait des victoires, bien, généralement, l'employeur va beaucoup plus gagner que le plaignant. Et là, l'écart, quelqu'un qui a son son. C'est bon. Donc, oui, pour les victoires. Donc, l'écart, il est plus marqué lorsqu'on est devant l'arbitre de grief. Donc, l'employeur va avoir beaucoup plus souvent gain de cause que le plaignant. Devant le TAT et le tribunal des droits de la personne, bon, le plaignant a plus souvent gain de cause, mais on se rapproche quand même plus du 50-50, donc c'est un peu plus proportionné. Je vais maintenant laisser la parole à mon directeur. Merci, Simon. Merci de m'appeler le monsieur le directeur. Donc, en ce qui a trait à l'analyse des liens de dépendance entre les variables, là, on a fait affaire avec des statisticiens, en tout cas nous qui avons fait les calculs, là, on est en droit, donc ce n'est pas notre spécialité. Mais tous les écarts que je vais vous présenter, là, il y a un lien significatif, il y a un lien statistiquement significatif entre les variables. Donc, ce sont des écarts statistiquement significatifs. En ce qui a trait à ce que Simon vient juste de présenter, c'est-à-dire les différences entre les juridictions au regard de l'issue du litige, je vous présente les mêmes données, mais d'une autre manière. On voit ici les décisions plus favorables à l'employeur versus les décisions plus favorables au plaignant, qui accueille la plainte du plaignant. Et on voit que, donc, il y a une différence surtout entre les arbitres de grief d'une part et les autres tribunaux d'autre part. Et là, le projet porte sur tous les motifs de discrimination, hein, mais notamment la question du genre, grossesse et discrimination sexuelle, mais c'est plus largement tous les motifs de discrimination prohibés.
Puis on va revenir tout à l'heure aux inégalités de genre. Là, il y a une conclusion qui va porter plus spécifiquement là-dessus. Mais là, la question qui se pose à propos des écarts entre juridictions, c'est un peu, qu'est-ce qui explique ces écarts? Et il y a deux grandes thèses, disons, en théorie du droit, ou groupes d'hypothèses pour expliquer ce genre d'écart. On peut parler d'un côté de la thèse formaliste qui va rechercher l'explication du côté du droit en vigueur. La thèse formaliste va, en quelque sorte, minimiser l'importance de la subjectivité du décideur en disant, c'est le droit, le décideur, il applique tout simplement le droit. Et donc, s'il y a des écarts entre les juridictions, c'est probablement parce que la nature des plaintes n'est pas nécessairement la même ou la nature des règles applicables. Si on regarde, par exemple, du côté des juridictions spécialisées en matière de travail, Simon le disait tout à l'heure, devant le TAT versus les arbitres de grief, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des présomptions devant le TAT, des choses comme ça. Donc ça peut peut-être expliquer l'écart. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'explication satisfaisante là, du côté du droit en vigueur. On va continuer à creuser les résultats pour voir s'il y a des différences dans la nature des plaintes qui pourraient expliquer pourquoi le droit est appliqué différemment. Par exemple, est-ce que, tantôt on voyait qu'il y a des écarts au niveau des motifs de discrimination allégués, mais on n'a pas de différence significative au regard de l'issue de la décision. Si le motif allégué, c'est le handicap versus le sexe, par exemple, il n'y a pas de différence significative en ce qui concerne l'issue. L'autre thèse qu'on peut invoquer, c'est la thèse réaliste, qui, elle, va au contraire minimiser l'importance du droit en vigueur pour mettre l'accent sur la subjectivité de l'interprète, du juge. En disant, au fond, le juge, il peut interpréter le droit un peu dans le sens qu'il veut. Ce qui compte, c'est sa volonté à lui, sa sensibilité à lui. S'il est choqué par ce qu'il voit devant lui, il va trouver une manière dans sa rhétorique, dans son jugement, de le justifier en droit. Mais au fond, ce qui compte, c'est... Et là, dans les études réalistes américaines, par exemple, on a toutes sortes d'études statistiques sur le genre des juges, leur classe sociale, l'âge, autrement dit, la socialisation des juges, comment ça les amène à pencher davantage d'un côté ou de l'autre. Et donc là, on regarde vraiment les critères extra-juridiques, si vous voulez. On a un autre courant réaliste qui est développé davantage en Europe, notamment avec Michel Tropper et la théorie des contraintes juridiques, qui dit c'est vrai que c'est la subjectivité du juge qui compte, mais nous, on va mettre l'emphase sur les facteurs qui viennent du système juridique lui-même, parce qu'on est des juristes, donc on ne fait pas de la sociologie ou de la psychologie. Mais par exemple, les arbitres de grief sont nommés et payés par les parties. Est-ce que ça pourrait les amener à trancher d'une manière différente des autres, etc. Et là, de ce côté-là, on peut regarder au niveau des acteurs. Par exemple, en contexte syndiqué, c'est là qu'on va aller devant l'arbitre de grief. Est-ce que le syndicat qui a un devoir de juste représentation va avoir davantage tendance à judiciariser les conflits et donc amener devant l'arbitre des cas qui sont moins problématiques au regard de la discrimination ou moins fondés en droit? Et là, à ce moment-là, ça pourrait expliquer pourquoi les arbitres rendent davantage de sentences favorables à l'employeur. Alors là, je vais passer rapidement sur les prochaines diapos, mais pour explorer ça, l'importance de la représentation, on voit ici que si on va devant le tribunal des droits de la personne, on peut être représenté par la commission ou passer outre le jugement de la commission si la commission considère que ce n'est pas justifié. Le plaignant peut quand même aller devant le tribunal des droits de la personne. Et là, on remarque un écart très important. Si le plaignant n'est pas représenté par la commission, il va avoir tendance à perdre dans une vaste majorité des cas, ce qui fait que ça vient un peu biaiser les résultats parce que devant l'arbitre de grief, on ne peut pas faire fi de l'opinion syndicale. Et devant le TAT, la CNESST va généralement être là pour accompagner le salarié, donc les salariés vont être représentés. Et donc, si on prend seulement les décisions du tribunal des droits de la personne qui incluent la commission, là, on voit que l'écart est encore plus marqué. Donc, le tribunal des droits de la personne rend 71% de ses décisions sont en faveur du plaignant lorsque la commission est impliquée. Et là, on peut avoir des hypothèses de type réaliste du genre, le tribunal des droits de la personne, c'est un tribunal spécialisé en matière de discrimination. Donc, les juges vont être socialisés, vont être plus sensibles aux enjeux de discrimination versus l'arbitre de grief qui, lui, est un travailliste. Donc, la plupart de ces cas, c'est des cas de droit du travail. Puis, des fois, il y a des plaintes en discrimination. Et donc là, on a une théorie, ou en tout cas une hypothèse qui penche davantage du côté du
du réalisme. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas trancher la question. Mais si on va vraiment du côté du réalisme américain, on peut justement regarder au niveau du genre du décideur et on remarque que les hommes ont tendance à donner davantage raison à l'employeur que les femmes au regard du sexe du décideur. Et là, on peut soulever la même hypothèse explicative, c'est-à-dire que les femmes, pour X raisons, sont plus sensibilisées à ces questions-là ou vont faire des choix différents dans la gestion de l'instance qui va les amener à favoriser le plaignant. Et là, il ne me reste plus de temps, mais je veux terminer avec une dernière diapo parce que ça, c'est problématique parce que chez les arbitres de grief, ce sont majoritairement des hommes. C'est seulement, euh, c'est seulement 15% des sentences arbitrales qui sont rendues par des femmes, alors que au sein du tribunal de droit de la personne versus le TAT, c'est beaucoup plus équilibré. Donc là, on peut se demander, mais quelle est la variable explicative? Est-ce que c'est la juridiction ou le sexe? Or, si on ne prend que les décisions du TAT et du tribunal des droits de la personne, il y a aussi une différence significative entre les décideurs hommes versus les décideurs femmes. Donc, il semble y avoir, les deux variables sont explicatives en quelque sorte, ou contribuent à l'issue de la décision, à la fois la juridiction et à la fois le sexe du décideur. Donc, rendu là, dans des stratégies, disons, de lutte contre la discrimination, ben, une étude comme celle-là peut quand même informer ce genre de lutte, en ce sens qu'on peut remettre en cause la compétence exclusive de l'arbitre en matière de droit de la personne, par exemple, pour étendre la compétence du tribunal de droit de la personne, ou encore travailler à la féminisation de la profession arbitrale, bien sûr. Alors, merci beaucoup.